Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes, entre sentiments et fondamentaux. Où en est-on pour les actions européennes et quelles sont les perspectives devant nous? Nous en parlons avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Europe chez Société Générale CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Léoard. Si on prend un peu de recul, je voulais bien que vous nous refassiez un peu la séquence de l'été, Roland, pour les actions européennes. Effectivement, on a tous pu observer que le marché avait changé un peu de schéma ou de logiciel. C'est-à-dire que les gagnants de l'été, là, sur le troisième trimestre, juillet, août, septembre, n'ont pas forcément été les gagnants des trimestres précédents. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté aussi et quelle analyse vous en faites ? Alors effectivement, il y a un changement de disquette déjà, ça c'est le premier point, et surtout qui a commencé à partir du mois d'août avec les chiffres de l'emploi. Donc la première partie de l'année, j'ai envie de dire, le marché était extrêmement stressé par les chiffres d'inflation et on avait vu effectivement qu'à chaque fois qu'on avait un chiffre d'emploi qui était un petit peu moins bon, finalement on se disait l'économie n'est pas en surchauffe, ça va donner un peu des billes à la banque, aux banques centrales pour intervenir. Donc quelque part, bad news, good news. Ouais. Et puis, on a vu un petit peu un changement durant l'été, avec évidemment les chiffres de l'emploi, mais ça a continué avec l'ISM manufacturier américain. On l'a vu, y compris avec des chiffres plutôt positifs sur la consommation. On a vu le marché se remettre la tête à l'endroit, si je peux me permettre dans ce sens-là. C'est-à-dire, les mauvais chiffres sont des mauvais chiffres et les bons chiffres sont des bons chiffres. Donc, le marché a effectivement moins de crainte sur l'inflation, mais commence à se poser des questions sur le cycle. En termes de performance boursière, on a effectivement vu une rotation. Alors, une rotation qui a, pour le coup, même commencé en fin mars, c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre. Mais c'est vrai que le premier trimestre a été tellement fort pour les cycliques que même quand on regardait depuis le début de l'année, en avril, en mai, en juin, on continuait à voir... On ne voyait pas cette rotation encore. Et donc, la rotation s'est accélérée durant l'été. Et c'est vrai qu'on a eu les cycliques qui ont marqué le pas et les défensifs qui ont surperformé. Ouais. Qu'est-ce que vous dites de ce mouvement de rotation qui a été bouleversé, j'allais dire, la semaine dernière par le plan de relance chinois? C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites le tri entre l'effet chinois qui a, sur quelques séances, à nouveau repropulsé les cycliques, on l'a vu à travers le luxe, les ressources de base, par exemple, en Europe, et cette tendance accumulée sur plusieurs mois, quand même, vous le dites vous-même, ça commence avant l'été, cette rotation vers des secteurs plus défensifs. Comment vous faites le tri, désormais, entre tout ça, avec la nouvelle chinoise qui est arrivée depuis une semaine ? Alors moi, je me méfie toujours des effets d'annonce. Il y a effectivement, dans les effets d'annonce, des mouvements qui sont très important. On l'a vu sur certaines valeurs qui ont pris 8-9%, LVMH par exemple, sur une séance. Et quand on arrive dans ces ordres de grandeur sur une séance, on peut se dire que ça peut être aussi des phénomènes techniques. Donc est-ce qu'il n'y a pas effectivement des investisseurs qui étaient short et qui avaient une forte conviction sur certains titres, d'ailleurs qui n'étaient pas donnés, et qui se disent, tiens, avec les annonces sur la Chine, je vais me méfier et donc je vais couper mes positionnements short. Et donc on a des mouvements assez importants comme ça dans la journée. Ouais. Après, il faut voir, une fois que l'euphorie est passée, moi je pense que c'est surtout le gouvernement chinois qui a surpris par le timing et par les mesures qui ont été annoncées. Les mesures, parce qu'il y a eu, finalement, c'est pas une mesure, mais tout un tas de mesures. Et c'est vrai que le marché va avoir du mal à les digérer parce que ça fait beaucoup. Et en même temps, c'est pas non plus le bazooka, voilà. Donc c'est des choses qu'il va falloir accumuler. C'est presque un micromanagement au niveau chinois, quoi. En tout cas, en l'occurrence, la taille de la Chine, quoi. Et on essaie de cibler la problématique du marché immobilier. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et par le timing, tout le monde disait, tous les investisseurs que j'ai rencontrés, ils feront rien avant l'élection américaine. Ils veulent se garder les cartouches. Alors, comment on l'interprète, du coup ? Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent garder la main sur la croissance ? Ils veulent absolument atteindre 5% d'objectif ? Ils veulent montrer que c'est eux qui contrôlent les choses ? Ou bien, on peut aussi se dire, la situation est vraiment, vraiment pas bonne, et donc ils sont dans l'obligation d'y aller. Mais en tout cas, ça a pris tout le monde par contre-pied, et donc effectivement, je suis pas surpris de voir sur la séance, sur la semaine, des mouvements assez importants. Donc il va falloir voir effectivement après ce qui va se passer. Moi, je pense que déjà, il va falloir voir si ces mesures sont suffisantes. Ouais. Il va falloir, on parlait des élections américaines, voir le successeur de Biden, quelle sera sa posture par rapport à la Chine, sachant que quand on écoute et Trump et Harris, ils sont quand même assez durs vis-à-vis de la Chine. En ce qui nous concerne sur les actions européennes, voire aussi l'Europe, c'était facile de
quelque part de resserrer la vis par rapport à la Chine quand ça décélérait. Mais maintenant, effectivement, si ça se stabilise ou ça repart, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait des voitures électriques, qu'est-ce qu'on fait des panneaux solaires, où l'Europe a commencé effectivement à monter le ton. Parce que si effectivement ça repart, l'Europe sera bien contente aussi d'en bénéficier. D'en profiter. Donc tout ça, effectivement, ça pose des questions. Et enfin, là on parlait de mouvements sur la semaine. Historiquement, quand on a des mouvements monétaires en Chine, ça prend entre 3 et 4 trimestres pour venir effectivement avoir un impact sur les actions européennes. Donc ça veut dire potentiellement que les prochains résultats de ces entreprises-là peuvent être encore un peu décevantes. Donc est-ce que les investisseurs vont accepter en disant on verra, de toute façon la Chine a annoncé quelque chose, ou est-ce qu'elle sanctionnera si les résultats ne sont pas à la hauteur? Parlons justement des résultats. Alors, on va rentrer dans la période de résultats, mais si on se projette même sur 2025, je disais sentiments et fondamentaux pour cette interview, c'est donc la partie fondamentale. Qu'est-ce que vous dites des attentes du marché par rapport aux perspectives bénéficiaires des entreprises européennes pour 2025? Comment vous vous situez par rapport au consensus aujourd'hui, Roland? Puis après, on peut rentrer un peu plus finement dans le détail du jeu, effectivement, des perspectives bénéficiaires en fonction des secteurs. Mais déjà, qu'est-ce que vous dites de l'image de fond qui est proposée aujourd'hui par le consensus? Alors, juste avant de parler de 2025, où est-ce qu'on en est sur les 10 derniers mois? Oui. Moins 0,5%. D'accord. Donc, quasiment pas de croissance. Pas de croissance. Et les secteurs qui ont eu les plus fortes contractions, c'est les secteurs liés aux matières premières, pétrole, métaux et mines. Et on va retrouver chimie, luxe, automobile. C'est quoi le rapport entre ces trois secteurs? C'est évidemment la Chine. Donc, on voit évidemment que c'était pas très bon sur les 12 derniers mois. Attendu pour 2025, maintenant, 10% de croissance. 10% de croissance dans un environnement où, effectivement, la croissance des prix baisse. On a encore vu aujourd'hui les chiffres d'inflation, c'est en train de ralentir. Ça veut dire que les entreprises montent moins vite leurs prix. On le voit aussi dans les chiffres d'affaires qui sont en train de décélérer. Et puis, on voit ce qui tenait jusqu'à maintenant, c'était les marges, qui commencent effectivement à grignoter. Moi, j'ai un point depuis le début de l'année sur les marges, c'est que et c'était un peu l'inverse de 2022-2023, il y a un rattrapage des salaires. Il y a eu des négociations, on le voit, hein, c'est un grand thème politique en France, mais pas qu'en France, partout un petit peu en Europe. Les entreprises n'ont pas pris encore à plein ce, entre guillemets, choc de salaire, ce rattrapage de salaire dans leur PNL. Et c'est pour ça que quand on parle pouvoir d'achat, quand on regarde les sondages, ça fait partie des préoccupations des Européens à court terme. Et donc, effectivement, il y a des négociations avec des syndicats. Le SMIC, par exemple, directement décidé par l'État en France. Et donc, ça prend du temps, évidemment. Et je pense qu'effectivement, les entreprises vont avoir des marges moins fortes en 2025. Donc, dans cet environnement où vous avez moins de hausse de prix d'un côté, ou en tout cas les prix qui montent moins vite, et de l'autre, des salaires, donc votre base de coûts qui monte plus vite, je vois mal, effectivement, les marges continuer à monter. Et dans ce contexte-là, moi, je suis plus sur un scénario autour de 5% de croissance l'année prochaine que 10%. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros mouvement d'ajustement encore à venir. Ouais. Et dans ce contexte-là, oui, j'allais dire que la BCE baisse ses taux le 17 octobre plutôt que décembre, ou qu'elle fasse et octobre et décembre, etc. Ce genre de petits pas, vous dites, ça ne change pas la face du monde immédiatement, en tout cas pour des entreprises européennes, face à ce que vous décrivez, quoi. Je demande aussi ce qui est déjà dans les prix, parce que quand je regarde effectivement dans les marchés, et je regarde sur la courbe des taux, il y a déjà 150 points de base attendus pour les 12 prochains mois. Donc, côté américain, comme à 25 points de base près. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a déjà un grand mouvement de baisse qui est déjà attendu. C'est plus ce qui fait la différence, quoi. Exactement. Et on le voit bien dans la courbe des taux qui est très inversée, puisqu'on est à 2% sur les taux allemands. Donc, effectivement, à partir de là, on peut se poser la question à quel point la partie longue de la courbe, qui est la plus importante, parce que quand vous vous endettez, quand une entreprise s'endette, elle ne prend pas le taux de la BCE. Elle prend des taux beaucoup plus longs. Donc, c'est ça qu'il va falloir se poser comme question, c'est quel est le potentiel de ces taux longs de baisser. Et moi, je dis que finalement, il y a déjà beaucoup d'attentes en termes de mouvement de baisse des taux courts. Et que si on doit avoir plus, malheureusement... Ce ne sera pas pour de bonnes raisons. Exactement. Et oui, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, on se rapproche de la récession. Donc, voilà. Donc, pour moi, effectivement, c'est un peu compliqué. Et puis, tout à l'heure, je disais... On n'a quasiment pas eu de croissance des bénéfices au niveau européen, moins 0,5%. Le marché, il a pris 15% depuis un an. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait que le marché a pris 15% ?
les attentes, les anticipations déjà de de baisse de des taux. Ouais, de ce la baisse. facteur taux, il a déjà été bien, Pour bien moi, il est intégré. bien. S'il faut être effectivement dans l'idée qu'on ne va pas faire 10% de bénéfices en 2025, mais plutôt 5%, en termes de stratégie, d'investissement, action européenne, quelles sont les grandes guidelines que vous émettez aujourd'hui, Roland? Moi, je reste sur où il y a de la visibilité, où il y a de la résilience des bénéfices. Je suis plutôt sur une stratégie plutôt défensive encore. Des secteurs comme la pharma, comme les utilities, voilà, c'est des secteurs qui ont des attentes de croissance. Alors, les défensifs aussi ont des attentes de croissance globalement. Quand je les mets tous ensemble, je suis à peu près à 10%, alors que les cycliques, on est à 15% ensemble. D'accord. Tous ensemble. Ça vous paraît plus réalisable quand on regarde l'univers défensif que l'univers cyclique? Je me dis surtout la baisse va être moins forte. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, alors l'année n'est pas finie, les défensifs font 5, les cycliques font 1. Donc si vous passez de 10 à 5, ça fera moins mal que si vous passez de 15 à 1. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça mon... Ouais. Et après, voilà, je regarde des secteurs, on a parlé de la Chine tout à l'heure, le luxe par exemple, qui est sur une croissance qui fait rien depuis ni en 2023 ni en 2024 en termes de croissance bénéficiaire, 15% attendu l'année prochaine, 15%. Il va falloir que Oui. le gouvernement chinois... Visiblement, le marché attend qu'il se passe quelque chose entre le 31 décembre 2024 et le 1er janvier 2025. On verra. Il y a beaucoup d'étapes encore à franchir d'ici là. Et comme vous disiez, le facteur chinois reste pour ces boîtes-là un facteur prépondérant. Merci beaucoup, Roland. Merci d'être venu parler action européenne et stratégie d'action européenne avec nous. Roland Calognan, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.